Ils n'avaient pas besoin de divisions entières pour imposer leur pouvoir. Pas de tanks, pas d'armée. Un mot suffisait à faire taire les voix, à glacer le sang. Gestapo. La police secrète du régime nazi, créée pour traquer les ennemis du Reich, elle devint rapidement l'un des piliers de la dictature. Sa mission ne se limitait pas à l'arrestation. Elle consistait à installer la peur jusque dans les foyers, jusque dans la vie quotidienne. La Gestapo naît en 1933, au moment où Hitler s'installe au pouvoir. C'est Hermann Göring, ministre de l'Intérieur de Prusse, qui transforme la police politique prussienne en un nouvel organisme, la Geheime Staatspolizei, la police secrète d'État. Très vite, Göring n'est plus seul maître à bord. En 1934, Heinrich Himmler, chef des SS, s'empare de cette nouvelle police. Son bras droit, Reinhard Heydrich, en assure la direction opérationnelle. Sous leur autorité, la Gestapo cesse d'être une simple police régionale. Elle devient une pièce maîtresse de l'État policier nazi. Sa mission est claire dès le départ. Traquer, surveiller, réduire au silence tout ce qui peut ressembler à une opposition. Communistes, sociaux-démocrates, syndicalistes. Dès les premières années, les adversaires du régime sont visés sans répit. Mais ce n'est pas son nombre qui fit sa force, c'est son organisation et surtout, ses méthodes. Contrairement à l'image d'une machine omnipotente, la Gestapo compte en réalité peu d'agents, à peine quelques milliers pour tout le Reich. Mais son efficacité repose sur un autre ressort, la peur. Une grande partie de son travail s'appuie sur les dénonciations. Un voisin, un collègue, parfois même un membre de la famille. Un mot, une suspicion, et la Gestapo ouvrait un dossier. Ce climat de méfiance permettait de contrôler une société entière sans disposer d'armées d'inspecteurs. En 1936, une étape décisive est franchie, la Gestapo est officiellement intégrée à la SS et placée sous l'autorité de l'Office central de la sécurité du Reich. À sa tête, Himmler et Heydrich, mais la direction quotidienne revient à un homme discret et impitoyable, Heinrich Müller, qui restera chef de la Gestapo jusqu'à la fin du régime. Les méthodes, elles, ne laissent aucune illusion. Arrestations arbitraires, interrogatoires violents, sévices systématiques. Un simple passage dans ces locaux suffisait à briser des vies. Une fois consolidée, la Gestapo va étendre son emprise à l'intérieur même du Reich. À l'intérieur des frontières allemandes, la Gestapo s'attaque d'abord aux opposants politiques, communistes, sociaux-démocrates, syndicalistes. Tous ceux qui contestent le pouvoir nazi deviennent des cibles prioritaires. Beaucoup finissent dans les premiers camps de concentration, comme Dachau, ouvert dès 1933. Le cas d'Ernst Thälmann, chef du Parti communiste allemand, en est l'exemple le plus frappant. Arrêté en 1933, il reste détenu plus de 11 ans par la Gestapo avant d'être exécuté à Buchenwald en 1944. Mais la répression ne s'arrête pas au milieu politique. Les églises qui refusent de se soumettre sont surveillées de près. Le pasteur protestant Martin Niemöller, fondateur de l'église confessante, est arrêté en 1937. Il passera 8 ans derrière les barbelés de Sachsenhausen et de Dachau. Il survivra à la guerre et deviendra, après 1945, l'une des voix religieuses les plus critiques envers le nazisme. Les homosexuels, eux, sont pourchassés et envoyés dans les camps marqués du triangle rose. Les Juifs, déjà stigmatisés par les lois de Nuremberg en 1935, tombent sous le contrôle étroit de la Gestapo. Chaque milieu est infiltré. Les murs ont des oreilles. Les citoyens savent qu'un mot de travers peut suffire à attirer l'attention. Dans ce Reich où la propagande exalte l'unité nationale, la Gestapo installe en coulisses un climat d'étouffement permanent. Et lorsque la guerre s'étend à l'Europe, la Gestapo emporte avec elle ses pratiques de terreur. Avec l'expansion du Reich, la Gestapo exporte ses méthodes dans toute l'Europe occupée. Sa mission ne se limite plus à surveiller la société. Elle devient l'ennemi direct des résistances locales. Partout, le même scénario se répète. Infiltration, rafles, arrestations massives, interrogatoires brutaux, transferts forcés vers les camps. La Gestapo s'installe dans les grandes villes d'Europe, dans des immeubles réquisitionnés qui deviennent des lieux de terreur. En France, un nom incarne cette brutalité, Klaus Barbie, le boucher de Lyon. En juin 1943, lors d'une réunion clandestine à Caluire, il arrête l'un des plus grands chefs de la résistance, Jean Moulin.
Livré à la Gestapo, celui-ci subit de terribles interrogatoires et des tortures sans relâche. Il meurt peu après, sans jamais avoir parlé. Son destin symbolise la violence de la répression nazie contre les résistants français. Aux Pays-Bas, c'est la dénonciation qui livre à la Gestapo l'une des familles les plus connues de l'histoire, celle d'Anne Frank. Arrêté à Amsterdam en 1944, ses proches sont déportés et seul son père, Otto Frank, survivra. Mais cette peur généralisée a aussi contribué à forger un mythe de toute puissance. L'image de la Gestapo a traversé les décennies comme celle d'une police omnisciente, capable de tout savoir sur tout le monde. La réalité est plus nuancée, ses effectifs restaient limités. En 1944, la Gestapo comptait environ 32 000 agents pour tout le Reich, soit un agent pour des dizaines de milliers d'habitants. Son efficacité ne reposait pas sur le nombre, mais sur l'adhésion forcée d'une partie de la société. Les dénonciations représentaient une part essentielle de son fonctionnement. Ce climat de crainte donnait l'illusion d'une présence constante. C'est cette disproportion entre la faiblesse de ses moyens et la puissance de son image qui a fait de la Gestapo un instrument de terreur unique. Elle n'avait pas besoin d'être partout, il suffisait que chacun pense qu'elle pouvait l'être. Mais ce mythe de toute puissance ne survivra pas à la défaite de l'Allemagne. En 1945, la Gestapo s'effondre avec le Reich. Ses bureaux sont abandonnés, ses archives saisies. Elle révèle l'ampleur de son action. Arrestations massives, tortures, déportations. Au procès de Nuremberg, la Gestapo est déclarée organisation criminelle au même titre que la SS. Mais seuls quelques-uns de ses dirigeants sont jugés. Le chef du bureau principal de la sécurité du Reich, Ernst Kaltenbrunner, est condamné à mort et exécuté en 1946. Heinrich Müller, le chef de la Gestapo, disparaît dans les derniers jours de la guerre et n'est jamais retrouvé. Beaucoup d'autres échappent à la justice immédiate. Certains, comme Klaus Barbie, parviennent à s'enfuir. Le boucher de Lyon refait sa vie en Amérique latine, avant d'être extradé en 1983 et condamné à la perpétuité en France. Mais la majorité des officiers subalternes ne seront jamais inquiétés, reprenant parfois une vie ordinaire dans l'Allemagne d'après-guerre. La Gestapo n'était pas seulement une police secrète. Elle fut l'incarnation d'un système où la peur devenait une arme, où le silence d'un peuple était acheté par la menace constante d'être arrêté. Ses moyens étaient limités, mais son génie sombre fut d'avoir transformé chaque voisin, chaque collègue, chaque proche en guetteur potentiel. Dans ce climat, personne n'était à l'abri. Elle n'avait pas besoin d'être partout. Il suffisait que chacun croie qu'elle pouvait frapper à sa porte à n'importe quel moment. C'est là que résidait sa véritable puissance. Non pas dans ses effectifs, mais dans l'ombre qu'elle projetait, une ombre qui a marqué durablement la mémoire collective.